Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est le 31e déjeuner jeunes chercheurs du LABEX Futur Urbain. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une jeune doctorante italienne, Alberica Bozzi, qui est inscrite au LVMT sous la direction d'Anna Aguilera, qui la présentera plus en détail dans quelques instants, sur un sujet intitulé provisoirement La mobilité dans un monde post-Covid. Le thème plus précis de ce déjeuner, vous l'avez peut-être vu sur le site internet du LABEX Futur Urbain, porte sur la notion de nomadisme numérique qui a suscité depuis la pandémie de Covid-19 un très grand nombre d'articles et d'interrogations scientifiques ou médiatiques qui sont loin d'être retombés depuis 2020. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le sujet qui est proposé par le groupe Ville et Numérique du LABEX Futur Urbain, il a très clairement une dimension pluridisciplinaire. Il touche évidemment à la géographie, à la sociologie du travail. Il touche aussi à des questions plus spatiales, d'organisation des lieux de vie, des lieux de travail. Il touche aussi aux implications pour les territoires, pour l'immobilier, pour le logement, les bureaux, plus largement pour l'organisation des métropoles contemporaines. Il est par ailleurs un sujet international, on va parler de Barcelone, comme le parcours d'Alberica. Il pose enfin, et c'est peut-être pas la moindre des questions, des défis méthodologiques très intéressants à écouter et à discuter avec Alberica. Donc je remercie Anne Aguilera qui va tout de suite présenter plus en détail le parcours d'Alberica et José-Frédéric de Roubaix d'avoir accepté en fait d'encadrer ce déjeuner, Anne faisant l'introduction et José faisant la modération. Anne, si tu veux bien. Oui, bah ça va être rapide, hein. Donc je suis Anna Aguilera, je suis chercheuse au laboratoire Ville Mobilité Transport. Donc j'ai la chance d'encadrer Alberica depuis 2021, mais on s'était rencontrés avant parce qu'elle avait fait un court séjour à l'école des ingénieurs de la ville de Paris dans laquelle elle avait fait un mémoire avec moi sur l'évaluation socio-économique des trottinettes en libre service. À l'époque, on parlait pas encore de les interdire à Paris, mais déjà il y avait des interrogations là-dessus. Alberica, donc pour faire rapide, elle est donc comme tu l'as dit, elle est italienne. Elle a fait sa licence au Politecnico di Milano. Ensuite, elle a fait un master en planification et conception urbaine durable en Suède. Et puis, elle a fait pas mal de stages en urbanisme et architecture en Europe et aussi hors de l'Europe. J'avais noté Kenya, Inde, Jordanie. Il y en a peut-être eu d'autres, Alberica, mais c'est ceux que j'avais repérés sur ton CV. Le sujet, donc, comme tu l'as dit, il y a un peu de buzz, hein, il y a beaucoup de buzz. Alors, il y a du médiatique, il y a du scientifique autour du nomadisme numérique. Évidemment, ici, on va le prendre strictement sous un angle scientifique, sans passion, sans mettre rien derrière que juste les faits, les faits, les faits. Je pense il y a eu beaucoup de choses en fait sur les modes de vie, un peu des fantasmes, qui sont-ils, quelles sont leurs aspirations, etc. Je pense que tous et toutes la réunis autour de cet écran. Je pense qu'on aimerait quelque part, de temps en temps, on a tous rêvé un jour d'être nomade numérique. On pourrait, hein, nos travaux, je pense, enfin nos façons de travailler le permettent. On l'est pas. Ce qu'a regardé Alberica, elle a essayé de décentrer le regard sur ces questions-là qui font couler pas mal d'encre. Elle a regardé effectivement des choses qui nous intéressent au groupe Ville et Numérique du LABEX, qui sont un peu les implications très spatiales, très physiques de tout ça, de tout ce numérique, finalement, ce monde numérique, donc là, des nouvelles façons de travailler. Donc elle regarde, elle va nous expliquer plus en détail les implications sur les acteurs, en fait, la production urbaine derrière, qui est les évolutions de la production urbaine qui sont des nouvelles formes de production qui sont adaptées en fait à cette nouvelle demande de travail. Alors plus largement, elle nous expliquera que c'est peut-être pas que nomadisme numérique, ça s'inscrit plus largement dans la question de workation, donc de brouillage en fait entre tourisme et professionnel. Je crois que ça s'inscrit aussi dans les questions architecturales urbaines de brouillage entre ce qui est collectif et ce qui est privé. Donc on va parler de coworking, de co-living. Et donc elle a pour terrain d'étude, elle a l'Espagne et aussi le sud du Portugal, même si de mémoire, je crois qu'aujourd'hui, on va simplement parler de Barcelone. Juste pour finir, le GT Ville et Numérique a été très heureux de contribuer à l'avancement de cette thèse en finançant en fait, des séjours de terrain qui ont permis à Alberica de faire des observations et de faire des entretiens auprès des acteurs dont elle va maintenant rendre compte. Voilà. Si, bah, c'est à vous, Alberica, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup Anne et Eric pour votre présentation. Je vais partager l'écran.
Euh, voilà. Est-ce que vous C'est bon, c'est bon. voyez la présentation? Ok, Ouais, très bien. Euh, ok. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et avec vous, même à distance, pour vous parler des quelques premiers résultats de ma thèse. J'ai vu qu'il y a des experts sur ce sujet, donc je suis très, très contente de pouvoir échanger avec vous. Et aussi, je pense, d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout les sujets, donc je vais chercher des données un peu, des informations pour ces deux groupes. Je vais d'abord commencer à donner quelques données sur des contextes sur ma thèse. Après, je vais entrer plus dans les détails sur mon premier terrain à Barcelone et plus en particulier sur comment les services privés s'adaptent aux nomades numériques. Et à la fin, je vais ouvrir la discussion. Les nomadismes numériques, je pense que dans plusieurs, pour plusieurs personnes, c'est surtout l'image des jeunes qui travaillent depuis la plage avec leur ordinateur. C'est ça l'image qui revient souvent, mais c'est pas l'image plus, voilà, on va dire les chercheuses ont un peu sont revenues sur cette image et l'ont un peu déconstruit. Selon Mancinelli, le nomadisme numérique, c'est un mode de vie basé sur le télétravail, les voyages internationaux et la multirésidentialité. Et plus récemment, Cook, il a dit surtout après la pandémie de Covid-19, il y a plusieurs pratiques qui se mélangent et c'est donc difficile de faire la distinction entre les télétravailleurs et les nomades numériques. C'est quoi la différence? Du coup, il propose une définition des nomades numériques qui est le nomade numérique, c'est que lui qui visite une destination, qui change de destination au moins 3 fois dans l'année. Le nomadisme numérique n'est pas seulement un mode de vie, mais c'est aussi un marché économique. Vous voyez dans les graphes les nombres des nomades numériques dans les États-Unis qui a beaucoup augmenté après la pandémie Covid-19. Euh, L'expansion de ces phénomènes est aussi liée à les espaces de coworking et de co-living qui se sont développés ces dernières années. Aussi intéressant de voir comme plus de 50 pays du monde aujourd'hui proposent des visas spécifiques pour les nomades. Et voilà, ça c'est qui est un petit overview de qu'est-ce que ça veut dire nomadisme numérique comme phénomène économique. Je vais revenir un peu sur mes travaux au début de la thèse, quand j'ai écrit un revue de littérature. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet et finalement, ce que j'ai trouvé est que le nomadisme numérique, c'est un sujet de recherche qui est en train de se développer et qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes, notamment par rapport aux impacts spatiaux à l'échelle locale. Les nomades numériques, c'est aussi une population très mobile et donc très difficile à monitorer. Et je me suis aussi demandé, c'est quoi les indicateurs, les méthodes pour étudier ces phénomènes. Moi, mon ambition, on va dire, c'est étudier ces phénomènes et plus en particulier ses impacts sur les territoires. Je vais, en fait, plutôt que regarder aux nomades numériques eux-mêmes, moi, je vise à explorer les stratégies des acteurs publics et privés qui développent des initiatives pour les nomades numériques et je veux essayer d'évaluer les impacts sur les territoires. Pour ce qui regarde les cadres théoriques, et il y a plusieurs concepts que j'ai croisés pendant mon travail des thèses, mais notamment les New Mobility Planning a été très intéressant pour moi
parce que en fait, ça m'a aidé à comprendre comment même des personnes très mobiles, ils sont ancrés au territoire et, euh, et c'est possible de reconnaître et leur mobilité, on va dire, produit des infrastructures qui permettent leur vie mobile. On va revenir sur ça, ça va être, j'espère, un peu plus clair. En tout cas, et ça, c'est un cas que j'ai réalisé pendant mon deuxième année de thèse. Et ça montre plusieurs initiatives en Europe qui ciblent le nomade numérique. C'est des initiatives à la fois privées et publiques. Et sont vraiment répandues dans différents pays d'Europe, et spécialement en Europe du Sud et en Europe de l'Est. Euh, Monica, en fait, tu es en train de partager ton écran de présentation et pas l'écran où ah, la taille. magicien. Alors, je vais essayer de... Désolé d'interrompre. Je ne Alors, voyais pas bien ta carte. c'est l'écran... C'est le bon écran? Oui. Oui? Ah, Oui. désolé, désolé. Ben voilà, du coup, là, on est bien. Et voilà, ça, c'était la carte avec les initiatives voilà, publiques et privées. À la fois, on voit par exemple Tenerife, Madère en Portugal, la Suisse aussi, et dans le sud d'Italie. Et c'est des initiatives à la fois publiques et privées. Euh, voilà. Pour ce qui regarde la méthodologie des recherches, donc j'ai voulu sélectionner deux cas d'études pour étudier plus en détail ces phénomènes. Et donc, j'ai sélectionné deux études de cas en Europe du Sud avec des initiatives publiques ciblant les nomades numériques. Et aussi, je voulais rechercher ça dans des territoires différents, donc une grande agglomération urbaine et une ville touristique. Et dans ces territoires-là, j'ai effectué des recherches documentaires. J'ai fait plusieurs entretiens avec les promoteurs un peu de ces phénomènes et j'ai effectué des observations participants. Donc, j'ai interagi avec les nomades numériques et les prestataires de services dans les espaces de coworking co-living. Donc, dans ce cas, vous pouvez voir les deux études de cas. L'un, c'est à Barcelone et l'autre, c'est en Algarve. Donc, le but de ma thèse, c'est pas vraiment comparer ces deux terrains, mais c'est démontrer la diversité des initiatives et voilà, réfléchir un peu sur qu'est-ce que ça peut faire, ce phénomène, dans différents territoires. Donc, on arrive dans la deuxième partie de la présentation qui porte sur les acteurs privés ciblant les nomades à Barcelone. Donc, un petit focus sur le nomadisme numérique à Barcelone. Depuis 2021, il y a un groupe qui organise des nomades numériques qui organisent des événements chaque semaine. Les mêmes années, l'Office des tourismes a lancé une initiative pour attirer les nomades numériques et les télétravailleurs internationaux à Barcelone. Ce programme s'appelle Barcelona Vocation. Et, et voilà, on va en parler aussi plus tard. Mais c'est aussi important de mentionner en 2022 l'introduction en Espagne du visa pour les nomades numériques. Et en bas, vous voyez deux articles des journaux récents qui, qui en fait reflètent les débats publics qu'il y a en ce moment à Barcelone. Et donc, il parle les booms des nomades numériques à Barcelone. Il dit en 2 ans, le nombre des télétravailleurs internationaux a augmenté de 8 fois. Et dans l'autre article sur la droite, il y a un nomade qui dit les prix des logements ont augmenté parce que les propriétaires ont augmenté les prix. C'est pas à nous, voilà, c'est pas notre faute. Donc, je voudrais revenir un peu sur les cadrages du problème parce qu'en fait, pour moi, le but, c'était pas essayer de quantifier combien de nomades il y a à Barcelone, mais plutôt parce qu'en fait, c'est très difficile à faire.
et même les nomad list qui produit ces données. En fait, c'est très difficile à vérifier aussi. Donc, mon but, ça a été un peu changer le point de vue et regarder plutôt au service qui permet cette mode de vie à Barcelone. Et donc, il y a plein des guides sur c'est quoi les meilleurs espaces pour les nomades numériques à Barcelone. Euh, et voilà, du coup, c'était un entrée différent. Euh, voilà, ok, voilà. Donc, les buts de cet article, c'est investiguer les impacts des nomadisme numérique, donc de cette nouvelle mode de vie, sur l'évolution des services, en particulier services de travail et de l'habitat partagé. Et la question principale de l'article est comment les prestataires des services s'adaptent aux nomades numériques. Donc à Barcelone, ça c'est pour les contests. En 2022, il y avait plus de 300 espaces de coworking selon Coworking Spain. C'est une plateforme qui recense les espaces de coworking. Et par rapport aux espaces de co-living, c'est un marché beaucoup plus jeune. Il y a coliving.com, c'est un peu les mêmes choses par rapport à Co-living Spain. Bah, il y avait une vingtaine d'espaces de coworking, mais ça change beaucoup. Mais ce qui est intéressant est que dans les sites, en fait, les nomades numériques, c'est vraiment affiché entre la première cible de ces espaces. Donc, la méthodologie que j'ai adoptée pour cet article, j'ai fait des entretiens avec des prestataires des services, co-living, coworking. En fait, les prestataires que j'ai sélectionnés, je les sélectionnés parce qu'ils ciblent vraiment les nomades numériques. Euh, et voilà. Du coup, j'ai aussi regardé leur site web et analysé leur site web. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai effectué des observations participantes. Donc, j'ai vécu dans un co-living. J'ai travaillé depuis différents espaces de coworking. Et donc, c'était vraiment un terrain très immersif, on va dire. Donc, un premier constat, c'est par rapport à qui sont les nomades numériques on veut dire, selon les prestataires de services. En fait, c'est très difficile de définir clairement qu'est-ce que c'est un nomade numérique pour les prestataires de services. Mais c'est clairement un segment de clientèle en expansion et avec des besoins spécifiques. Donc, la question principale de l'article, c'est comment les prestataires de services adaptent leur business au nomade numérique. Et donc, j'ai pu identifier différentes stratégies d'adaptation voilà, que j'ai pu repérer dans différents espaces de coworking et co-living. On ne va pas entrer dans les détails de toutes ces stratégies, mais on va parler de quelques-uns. Donc, les modèles des tarifs flexibles, c'est un des stratégies. En fait, ces modèles répondent bien aux besoins d'espaces flexibles qui ont les nomades numériques et donc facilitent l'accès au logement et au bureau pour des périodes de courte et moyenne durée. Euh, donc, dans l'image à gauche, vous pouvez voir Croissant. C'est une plateforme qui opère dans différents pays du monde et qui facilite l'accès à ces espaces de travail pour quelques heures, quelques jours. C'est vraiment très flexible. Et donc, plusieurs espaces de coworking qui, il y a quelques années, avaient des modèles des tarifs mensuels, ont changé et offrent des tarifs journaliers, hebdomadaires et aussi des tarifs à l'heure. Parmi les services de communauté, en fait, c'est important de dire que les nomades numériques ont un besoin d'interaction sociale qui est très fort parce qu'ils voyagent souvent et donc ils ont un besoin voilà, de rencontrer des gens.
Et donc, les espaces de coworking et co-living facilitent ces besoins, répondent à ces besoins-là. Et ce qui était très, très évident, l'importance de la communauté est dans l'espace de co-living et l'importance du processus de sélection des membres de la communauté pour garantir cette voilà, possibilité d'échange avec des personnes qui ont un peu les mêmes modes de vie et les mêmes idées. Et dans les images en bas, vous voyez différents, ben, il y a l'affiche avec toutes les activités de la semaine qui souvent ne sont pas vraiment liées au travail, mais c'est par exemple des concerts après la journée de travail, des repas ensemble et voilà. Service de mobilité, ce que j'ai trouvé important et qui est intéressant et qui est même les co-living coworking, par exemple, ils facilitent l'arrivée, l'adaptation et aussi les voyages des nomades numériques. Par exemple, moi, j'ai un peu forcé la main, on va dire, mais en fait, c'est même les co-living, en fait, fait comme une agence de voyage, c'est-à-dire organise des expériences, des co-living dans d'autres pays pour un temps limité, ou bien il y a un hôtel avec un espace de coworking qui garantit l'accès à l'espace de coworking dans d'autres villes parce que en fait, c'est une chaîne internationale et donc garantit l'accès gratuit à cet espace de coworking. Ces espaces sont aussi très hybrides, donc les espaces des travail et des loisirs sont très mélangés. La visibilité en ligne et sur place est aussi très important et, parce que ça facilite la captation des nomades numériques. J'ai mis les mots d'une personne que j'ai interviewée et, et qui en fait part des... voilà, en fait, oui, ça c'est une autre question. C'est en fait, certains services, j'ai pu remarquer, ont vraiment changé leur identité pour attirer ces cibles. Par exemple, un hostel s'est transformé en co-living. C'est-à-dire avant, en fait, leur cible, c'était des touristes qui restaient pour quelques jours. Et du coup, depuis 2021, c'est des nomades numériques. Et donc, aussi, ils ont adapté leurs espaces. Par exemple, ils ont ajouté une salle de réunion. Donc, ils ont moins des places, mais voilà. Et la dernière stratégie, c'est les collaborations ciblées. En fait, j'ai pu remarquer que cet espace a plusieurs collaborations avec différents acteurs. C'est des acteurs à la fois publics, à la fois privés. Et dans les vidéos, vous voyez par exemple un événement qui a été fait dans la terrasse d'un espace de coworking. Et cet événement, pour les nomades numériques, c'était une occasion pour l'espace de coworking pour promouvoir leur nouveau service d'éco-living. Voilà. Donc, la question pour moi, c'était, j'espère d'avoir un peu montré comment ces espaces, ces entreprises s'adaptent au nomade numérique, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette adaptation pour, voilà, pour la ville? C'est quoi l'impact sur les territoires? Donc, un premier impact, c'est un impact sur l'immobilier du bureau flexible. Pas seulement il y a un nombre croissant des espaces de coworking et co-living, mais il y a aussi une évolution de l'offre des services. Donc, par exemple, les coworking, co-living ou agences de voyage. Et j'ai mis en bas une citation d'un article scientifique, d'un article en Athènes, qui arrive un peu à la même conclusion. Donc, ces espaces de coworking qui visent à attirer les nomades numériques, en fait, eux, voilà, ils cause this disruption in community of domestic coworkers. Voilà. Les deuxièmes effets, c'est un effet sur l'habitat. En fait, c'est très intéressant parce que les espaces éco-living, souvent, ils sont il y a un demande croissant des logements à moyen terme. Et pour répondre, les espaces s'adaptent. Et donc, ils créent cette nouvelle offre. Sauf que cette offre, donc le marché locatif pour la durée intermédiaire, n'est pas réglementé et donc
Voilà, voilà les logements, les loyers des cours de ré, c'est très bien réglementé au niveau local. Et les longues durées, donc 5 ans, c'est aussi très réglementé. Mais voilà, sous la durée intermédiaire, il n'y a pas de règlement. Dans cette carte, vous voyez les espaces, les 6 entreprises co-living et hybrides qui gèrent 20 espaces à Barcelone. C'est des entreprises que j'ai interviewées et ici, vous pouvez voir où sont localisées. Et donc, on voit aussi un peu en concentration spatiale de ces services dans les zones centrales de Barcelone. Par rapport aux effets de la ville, du coup, c'est le troisième effet. J'ai mis aussi stimulation de l'entreprise locale. Mais pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pu remarquer que beaucoup de ces services que j'ai pu interviewer, c'est des chaînes locales ou des services locaux. Les chaînes internationales, dans mon échantillon, c'était que deux. Il y a aussi un autre effet sur la ville. Et donc ça, c'est un peu la question, ces transformations de ces services, est-ce qu'ils transforment les villes dans des centres de services pour une élite mobile des télétravailleurs internationaux? Donc ici, j'ai mis tous les espaces coworking, co-living et hybride que j'ai interviewés. Et voilà, on voit un peu la concentration de ces espaces euh, ciblant les nomades numériques dans les centres-villes. Ça, c'est donc les trois effets, les trois impacts territoriaux que je peux remarquer. Donc, sous les bourreaux, sur l'habitat et sous la ville. Et pour finir, c'est un peu la question du secteur public, c'est quoi ce rôle en fait? J'ai pu interviewer pendant mon entretien mon terrain à Barcelone, un responsable de l'initiative Barcelona Workation, du coup une initiative publique qui vise à attirer les nomades numériques à Barcelone. Et cette personne m'a dit les nomades numériques sont des bons touristes. Sont des bons touristes parce qu'ils viennent ici pendant toute l'année et pas seulement dans la saison touristique, parce qu'ils utilisent les transports publics et parce qu'ils en fait, ils dépensent beaucoup d'argent. Et il m'a dit aussi qu'ils n'impactent pas les marchés locatifs parce qu'ils ne louent pas des logements, mais ils préfèrent aller dans des hôtels. Ce que je n'ai pas pu remarquer dans ce que j'ai vu sous les terrains. Et à droite, j'ai mis une autre citation. C'est Lopez Gary, c'est un démographe de Barcelone qui travaille voilà, sur l'immigration. Et c'est très intéressant, en fait, ce qu'il dit est que les villes en Europe du Sud, ils vont attirer de plus en plus, ils vont être de plus en plus attractifs pour des migrants aisés. Et donc, voilà, euh, pour désolée, mon français en fait c'est pas si bien. J'essaye, mais voilà. Alors, je vais essayer encore une fois. Donc, les villes sont en train d'échanger très rapidement. Et donc, pour régler ce changement très, très rapide, il faut voir c'est quoi ces transformations qui sont en train de se produire. Voilà, du coup, les 3 points principaux de mon travail. C'est un peu sur l'originalité de mon article. C'est les points de vue pour étudier sur, du coup, les fournisseurs de services et pas sur les nomades numériques. L'approche territoriale, qui, encore une fois, dans la littérature sur les nomades numériques, ne ressort pas beaucoup. Et aussi un peu une tentative d'analyser pas que les espaces physiques, mais aussi les espaces numériques. Et aussi avec cet article, j'ai l'ambition de contribuer à la discussion sur les impacts du nomadisme numérique et plus largement sur les télétravail dans des lieux de vacances. Et voilà, c'est ce qu'on appelle workation. Pour terminer, voilà, en fait, comment ma recherche contribue aux villes numériques.
c'est les groupes de travail qui m'ont invité aujourd'hui. Et donc, les transformations des services urbains. J'ai contribué en regardant ça et en regardant ces modes de vie très, très mobiles et comment ça produit des services sur les territoires. Et aussi, c'est intéressant de voir la compétition entre les villes, entre les territoires pour attirer cette élite. Donc, ça, c'est un classement. Il y a plusieurs, mais ça, c'est un classement, par exemple, pour les nomades numériques. Et regarde, il classe les villes selon la vitesse d'Internet, la qualité de vie et la connectivité aérienne. Donc, si vous êtes curieux, je voulais partager aussi quelques prochaines étapes de ma thèse. Donc, je suis en train de finaliser la récolte de données empiriques. Je suis en train d'écrire deux articles, du coup, l'un que je vais vous présenter et l'autre avec une chercheuse Mancinelli qui a suivi mon travail de terrain à Barcelone. Et en août, je vais aller à Dublin à la conférence internationale des géographes. Et voilà, quelques questions ouvertes. En fait, la question, je trouve très importante, c'est quoi le rôle des acteurs publics face au nomadisme numérique et au workation? Et aussi comment les plateformes influencent le développement d'un réseau de destinations pour les nomades numériques. Et, et les points de vue des locaux. Ici à Barcelone, il y a par exemple des cafés qui n'ont pas de Wi-Fi, qui en fait, ils ne vont pas des gens avec leur ordi et qui travaillent, parce qu'en fait, ils perdent de l'argent. Et voilà, merci beaucoup. Ben, merci à vous. On va peut-être arrêter le partage d'écran pour faciliter la modération. Donc merci, puis bravo pour votre français qui est quand même impeccable. Euh, donc je laisse la parole tout de suite à José Frédéric qui va ouvrir un petit peu le débat. Alors, merci Albérica pour cette présentation fort intéressante au cours de laquelle j'ai appris plein de choses, à la fois du point de vue factuel sur le phénomène des nomades numériques, que du point de vue scientifique de l'intérêt de déplacer le regard des nomades numériques eux-mêmes vers ceux qui leur offrent un ensemble de services, un environnement. Et alors, ça se voyait plus dans l'article que j'ai lu que dans ta présentation, mais parfois même, ils peuvent même leur suggérer un mode de vie particulier dont l'archétype serait le workation, quand ils sont pas pas assez entrepreneurs numériques nomades, quoi. Alors, juste deux mots. Enfin, moi, je travaille pas sur les nomades numériques du tout, hein, mais bon, voilà. Avec Anne, comme elle l'a pas précisé, je vais le préciser. Avec Anne, on anime le groupe Ville et Numérique et on s'intéresse beaucoup au rapport entre usage du numérique et gouvernance des villes. Donc, effectivement, ta recherche s'inscrit totalement dans le périmètre du GT Ville et Numérique. Moi, je travaille sur l'eau, donc a priori, pas grand rapport avec les nomades numériques. Mais bon, c'est un c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, je connaissais un petit peu les travaux de Cook sur les nomades numériques, mais je dois dire que j'étais assez intrigué par ton ambition de prolonger, et de dépasser ce type de travaux par une approche des services, de la structuration de ces services aux nomades numériques et surtout du positionnement des villes par rapport à cette offre et de l'impact que cette offre peut avoir sur les villes. Donc, ce que tu appelles regarder ça à la lumière du New Mobilities Paradigm. Voilà. Alors, du point de vue de la méthodologie, bon, il n'y a rien à redire, hein, que ce soit sur le choix de tes cas d'études et puis du cas d'études plus particulier de Barcelone, donc hotspot du nomadisme en Europe, avec en plus un intérêt assez ambigu, comme tu l'as dit, des pouvoirs publics pour ce phénomène qui a à la fois une politique proactive pour attirer les talents, et puis en même temps une politique pour essayer de limiter les impacts sur le foncier et sur l'immobilier, notamment en centre-ville.
Alors, bon, le résultat de ta recherche, les résultats de ta recherche sont assez passionnants. Pourquoi? Parce que, bah, d'abord, intellectuellement, c'est assez stimulant. Parce qu'en fait, comme tu le montres, du point de vue des fournisseurs de services, la figure du nomade numérique, elle est totalement insaisissable. Est-ce que c'est un travailleur indépendant, et un peu plus qu'un travailleur indépendant? Est-ce que c'est, je sais plus. Enfin, il y avait plus. En fait, il y a plusieurs figures. Il n'y a pas une figure du numérique nomade et il y en a plusieurs. Est-ce que c'est un expatrié ou pas? Euh, non, c'est pas vraiment ça, parce qu'en même temps, il a un rapport à son pays d'origine qui est pas du tout celui de l'expatrié. Est-ce que c'est un voyageur de commerce? Bon, voilà. Est-ce que c'est un touriste longue durée? Non, pas vraiment, hein, parce que quand même, il travaille un tout petit peu. Il fait pas que aller boire des cocktails sur les rooftops. Bon, il y a un vrai enjeu scientifique à essayer de comprendre ce que font ça tu m'as totalement convaincu, ce que font les providers, alors qu'ils ne savent eux-mêmes pas qui sont les nomades numériques. Et alors, à la fois dans ton article et aussi dans ta présentation, tu as un vrai talent de mise en scène parce que on ne sait pas jusqu'à la fin quel est ton point de vue à toi sur les nomades numériques et sur les providers qui fournissent des services aux nomades numériques. Est-ce qu'ils te fascinent ou est-ce que tu es critique? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est un problème urbain ou pas? Alors, parfois, tu dis oui, c'est un problème urbain, mais en fait, pas vraiment. Parce que les nomades numériques, justement, c'est une catégorie de ceux qui flinguent le marché foncier immobilier. Donc, jusqu'à la toute fin, on ne sait pas vraiment. Euh, et, euh, Et en fait, c'est assez marrant parce que quand tu commences à analyser l'offre et l'évolution de l'offre, euh, là, on découvre le travail de ces providers qui savent pas eux-mêmes qui sont leurs clients nomades numériques. Et en fait, on se rend compte qu'il dans chacune euh, dans chacune des caractéristiques de l'évolution de l'offre dont tu parles, là, euh, il y a un travail de différenciation ou au contraire d'indifférenciation de ce que c'est qu'un nomade numérique. Et à mon avis, tu aurais intérêt à utiliser cette notion-là de différenciation de la catégorie nomade numérique à travers chacune des évolutions de l'offre, cette offre, qu'elle soit physique ou qu'elle soit numérique, virtuelle. Donc un travail de différenciation ou au contraire d'indifférenciation par rapport à toutes les catégories de nomades dont on parlait juste avant. Bon, je passe très rapidement pour qu'on puisse discuter, mais au bout du compte, et après être passé par l'analyse de l'offre, on est assez convaincu des conclusions que tu proposes. Alors, on est plus ou moins convaincu. On est assez convaincu par l'idée que, bah voilà, il faut regarder en fait, il faut regarder l'offre. En même temps, tu dis une chose étrange. Tu dis, ouais, en fait, the identity and practices behind the term digital nomad are secondary for service providers. For a majority of service providers, digital nomads is mainly a trending label and a lure used to attract various types of remote workers. Location independent professionals and aspiring digital nomads. Alors, c'est un peu bizarre que tu en arrives à cette conclusion parce que tu nous as montré que pour les fournisseurs de services, l'enjeu, c'est quand même de faire de certains travailleurs indépendants de vrais nomades digitaux, quoi. C'est cette catégorie de l'archétype du workation, pardon. Qui est celui qui a probablement le plus d'argent et le plus à dépenser et qui donc intéresse les fournisseurs de services de co-living ou de coworking. Alors, le deuxième résultat
que tu mets en avant, c'est la catégorie des temporary residents, donc qu'il faudrait distinguer, qu'il faudrait substituer à celle de digital nomade. Bon, moi je trouve elle est peut-être heuristique pour caractériser un certain type de nomade numérique, mais au final, elle est un peu pauvre pour comprendre ce que les nomades numériques et les providers de co-living et coworking font vraiment à la ville. Alors en revanche, l'idée qui est à mon avis extrêmement séduisante, donc c'est que aujourd'hui, ces providers de services, ils agissent comme t'appelles ça des intermédiaires territoriaux. Euh, et c'est justement les activités de ces intermédiaires territoriaux qui vont exacerber les problèmes de logement et d'accès au logement des populations locales. Avec et ça c'est possible. Pourquoi? Parce que comme tu l'as montré, ben, on a un rôle ambigu des collectivités territoriales qui d'un côté cherchent à limiter les effets de cette nouvelle offre privée pour les nomades numériques sur le marché du logement dans les centres-villes, mais qui de l'autre côté proposent elles-mêmes des services d'accueil aux nouveaux arrivants. Euh, et puis, tu as montré aussi qu'elles ne sont pas extrêmement empressées, ces collectivités locales, ces collectivités territoriales, à sanctionner des pratiques de contournement des normes que les collectivités mettent en œuvre pour encadrer la location de logements temporaires ou à moyen terme. Donc, alors, ça c'est extrêmement intéressant. Et tu nous dis que, en même temps, que enfin, comme ouverture perspective de ton travail, l'hypothèse c'est de travailler dans le futur sur sur comment l'expansion de ces services aux nomades numériques euh, fait peser sur l'urbanisme et le fonctionnement de ces villes. Alors, juste, je pense que si tu veux faire ça, il va falloir le faire de manière quantitative à un moment donné. C'est-à-dire que cette sociologie, cette anthropologie que tu fais des providers, ça suffira pas. Et moi, je pensais à une alternative, plutôt que d'essayer de vraiment montrer quels effets urbanistiques ça produit, quels effets pervers ça produit, c'est de montrer comment, je pense qu'un complément, alors dans la thèse ou après la thèse, ça sera de montrer comment en fait les collectivités sont dans une situation euh, de non-détermination de ce qu'elles peuvent faire, dans une situation d'indétermination de ce qu'elles peuvent faire, je dirais, de déficit cognitif, en fait, de déficit cognitif de ce qui, de quelle est même leur position. Parce que, en même temps, bon, bah voilà, ça rapporte, et en même temps, ça pose des problèmes. Donc, alors, c'est une hypothèse, hein, celle de la difficulté cognitive des collectivités, mais à mon avis, c'est quelque chose que tu dois pouvoir euh, mesurer en allant voir justement ceux qui font des politiques à la fois, tu vois, la main gauche ignorance ce que fait la main droite. D'un côté, on accueille et puis de l'autre côté, on essaye de contrôler. Voilà tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi, Merci. j'étais trop long, beaucoup trop long. Non, non, merci José. On va vous laisser répondre, Albérica. Et pendant ce temps-là, j'incite les autres participants de ce déjeuner peut-être à utiliser le bouton réaction pour lever la main si vous voulez poser des questions. On a ensuite un bon quart d'heure pour continuer la discussion. Albérica, Oui, voilà, merci beaucoup José pour tes questions et commentaires. En fait, oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et je pense que voilà l'article que j'ai envoyé, c'est encore un premier voilà un premier article. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à clarifier et voilà, du coup, notamment par rapport
les positionnements des Je te prestataires de rassure, hein, services. si j'étais reviewer, j'accepte avec vraiment modification très minime. Non, non, mais oui, je pense qu'il y a encore du travail à faire, et notamment voilà, sur les positionnements des services. En fait, je pense qu'il y a un peu les deux, c'est un peu ambigu. Il y a certains qui vraiment visent à attirer les nomades, et leur identité, c'est vraiment favoriser cette mode de vie. Et aussi pour des gens qui l'ont jamais fait, ils veulent essayer ce mode de vie. Et d'un autre côté, il y a d'autres prestataires de services qui, en fait, utilisent cette étiquette pour attirer les gens qui aussi veulent essayer d'être. En fait, ils vendent l'expérience des nomades numériques. Voilà, il n'y a pas forcément toute la communauté. Voilà. Du coup, il y a, je pense, un peu les deux choses. Et par rapport au temporary resident, je pense que voilà, c'est intéressant aussi voir cette approche parce que voilà, il y a plusieurs articles scientifiques, et notamment à Barcelone, qui font les liens entre les nomades numériques et d'autres types de résidence temporaire qui a en effet combiné, qui est assez, voilà, assez forte. Et donc, il faut voir aussi plus largement qu'est-ce que toutes ces populations mobiles font sur les territoires. Et, donc, bien sûr, après, le nomade numérique a des aspects, comment dire, péculières. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de voir l'aspect plus global. Et sur, voilà, sur les effets sur l'urbanisme et les dialogues avec les collectivités locales, moi je pense que c'est voilà, très important, et c'est pour ça que en fait, pendant ma thèse, j'ai essayé un peu ce dialogue avec les communautés locales. Et voilà, en Algarve, c'était aussi très intéressant voir comment il y a différentes initiatives qui aussi publiques et qui démarrent de différents points. Et voilà, tout ce qui essaye d'attirer les nomades. Et en fait, ils sont vus quand même donc, c'était très positif comme opportunité de développement local, mais il n'y a pas un discours critique. Qu'est-ce que ces populations-là peuvent faire sur les territoires d'un point de vue plus large, plus global. Voilà. Donc, dans l'ordre, Reinhard et puis Ignacy. Oui, merci. En effet, comme José Frédéric, j'étais très agréablement surpris en quelque sorte par cette approche par les fournisseurs de services pour ces travailleurs qui utilisent les espaces de coworking. D'où ma question, en fait, c'est quelles sont les interactions entre ces travailleurs en coworking, ces travailleurs nomades et les fournisseurs, non pas d'une façon très générale, mais d'une façon presque ethnographique, comprendre de quelle façon les travailleurs nomades utilisent ces espaces en fonction de leurs propres propriétés, mais aussi des propriétés des différents espaces de coworking, parce que je m'imagine qu'ils sont tout de même assez différenciés donc comment s'organisent ces rapports sociaux à l'intérieur de ce monde entre fournisseurs et clients en quelque sorte, ou utilisateurs de ces espaces. Mhm. Merci pour votre question. C'est très intéressant, et c'est aussi très difficile en fait de répondre de façon claire parce que voilà, les nomades en fait c'est des gens très différents qui ont des besoins très différents, et des voilà, en fait c'est difficile vraiment de dire voilà, les nomades veulent ça et ils font comme ça. Mais euh, par exemple, voilà, les nomades qui utilisent cette plateforme Croissant,
fait, par exemple, eux, ils peuvent utiliser un espace de coworking 2 jours. Après, ils changent, ils vendent un autre espace, des coworking. En fait, il y a presque pas du tout des contacts entre les nomades numériques et les fournisseurs de services, les community managers, parce que souvent, tous les espaces de coworking ont un community manager. Du coup, peut-être il n'y a aucune interaction. Et au contraire, il y a aussi des interactions assez importantes, par exemple dans des espaces des co-living. Moi, j'ai interviewé une personne qui me disait qu'elle est disponible à rencontrer tous les nouveaux co-livers et pour les aider à s'adapter à la ville et du coup, pour leur suggérer un espace selon euh, c'est activités des loisirs ou voilà, il y a vraiment des modes de fonctionnement très différents, je dirais. Vas-y. Oui. Donc, merci beaucoup, Albérica, pour ta présentation, aussi pour l'invitation. Je suis très content euh, d'être ici présent. Donc, je voulais simplement saluer tout le monde. Euh, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment bien. Je trouve les nomades numériques, j'ai toujours tendance à dire digital, digitaux, mais non, c'est pas le bon terme, je pense, en français. Disons, c'est un très bon, un terrain excellent et je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi au niveau donc recherche, au niveau théorique, etc. J'avais deux commentaires ou questions par rapport à tes présentations. La première est par rapport à un peu l'offre et la demande. Non, d'un côté, si j'ai bien compris, tu encadres ta recherche sur les nomades numériques. Mais un peu ta question de recherche est plutôt sur l'offre de service, disons, de la part des fournisseurs. Donc là, je me questionnais d'abord si l'offre, disons, ce lien entre les deux, disons, l'offre et les nomades, est-ce que cette offre dont tu parles est exclusivement pensée pour les nomades numériques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment ce lien, disons, qui est un peu, que tu essaies de défendre? Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est des services qui peuvent être un peu ouverts à tout type de clientèle, disons, en ce sens? Est-ce qu'il y a une causalité? Est-ce que c'est vraiment une adaptation ou c'est simplement des services qui vont bien à ce type de public? Donc, essayez de comprendre. Et dans ce sens aussi, comme je me demandais, puisque tu as eu aussi des contacts avec les nomades, etc., est-ce que tu avais contrasté cela? Est-ce que tu as, dans ton travail, et j'ai pas, j'avoue que j'ai pas lu l'article que tu présentais, simplement je me base sur ta présentation. Est-ce que tu as croisé un peu cette demande ou ce besoin de ce public des nomades et avec l'offre, disons, pour voir un peu s'il y a une correspondance directe entre les besoins que t'as donc identifiés de la part des nomades et l'offre. Ou c'est vrai, ou est-ce que ta recherche, au moins dans cet article, elle se base que sur le côté offre, disons, l'offre de ces espaces. Ouais. Aussi, peut-être, et je pense que toute cette discussion aussi soulève un peu disons, une question par rapport au niveau d'analyse. Est-ce que c'est une analyse au niveau organisationnel, disons un peu méso, un peu les organisations qui offrent ces services, ou c'est plutôt un peu une analyse où ça donne pied à une analyse plutôt individuelle? Parce que je pense que les nomades digitaux, c'est un sujet qui fait vraiment, disons, ça fait du sens aussi de l'analyser au niveau individuel, parce que on parle comme de digitaux comme une communauté, mais je pense qu'il y a beaucoup d'individualité dedans et c'est pas tellement un collectif. Mais ça a discuté. Mon deuxième point, c'était par rapport à comment tu cadres cet article et ta thèse en général au niveau théorique. Disons, disons cette question de recherche que tu as.
je me pose la question, comment disons, l'as fait atterrir dans un domaine théorique ou dans une discipline, etc. Et j'étais curieux par rapport à ça. Disons, je sais aussi, j'ai entendu, disons, à la fin de ta présentation que tu allais, disons, participer à une colloque en géographie, si j'ai pas mal compris, du plein. Bon, ou exactement. Mais et donc, est-ce que c'est une thèse, tu penses, en géographie économique ou géographie humaine, ou c'est management, ou comment parce que en fait, je pense que digitaux, disons un peu les coworkers, les nomades numériques, etc. On pourrait en faire une thèse dans beaucoup de domaines. C'est pas donc je me demandais aussi par rapport aux théories disons, que tu envisages, ou un peu le cas théorique et la discipline même, euh, comment tu vois tout ça. Donc, merci beaucoup à nouveau et félicitations. Merci beaucoup, Niazi, pour tes questions. Donc, je vais essayer de répondre. L'offre et la demande. Oui, effectivement, ces services, souvent, en fait, leur target, c'est pas que les nomades numériques. Souvent, c'est aussi plus largement tous les télétravailleurs mobiles. C'est un peu tous les gens, en fait, c'est un peu tous les gens qui peuvent télétravailler et qui peuvent faire des workations. Je sais pas si, voilà, oui, tu connais très bien cette dimension, mais du coup, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est... Après, il y a des espaces ils ont plus les focus sur les entrepreneurs et les startups, les fondateurs de startups. Et voilà, ces mondes-là se croisent souvent avec les nomadismes numériques. Il y a effectivement des espaces éco-living qui ont un target assez précis, un entrepreneur mobile. Voilà. Et souvent, c'est les nomades. Mais par exemple, les nomades qui travaillent dans une entreprise, on va dire classique, en fait, eux, ils sont pas dans leur target parce que ils sont pas des entrepreneurs. Voilà, du coup, c'est des catégories assez intéressantes. Euh, et par rapport à la demande, oui, oui, du coup, j'étais beaucoup en contact avec les nomades. Moi-même, j'ai vécu du coup, dans des espaces d'éco-living. Et je pense que, oui, il y a effectivement ces besoins des communautés. Et il y a aussi des articles scientifiques qui ont déjà un peu introduit ces besoins. Ils ont un peu discuté de ces besoins. Et donc, je pense qu'effectivement, les services sont en train de s'adapter à ces besoins, les besoins des communautés qui d'ailleurs c'est vraiment capitalisé par ces services. C'est vraiment, vous venez ici parce qu'il y a des gens comme vous et avec qui vous pouvez peut-être construire votre prochain entreprise ou voilà. C'est assez intéressant. Et par rapport au deuxième question, par rapport à la discipline, comme tu disais, en fait, c'est très interdisciplinaire, en fait. Moi, je suis urbaniste. Du coup, c'est pour ça que j'en viens un peu à cette dimension urbaine. Et, et par rapport à le cadre théorique, voilà, moi, les New Mobility Paradigm, ça m'a beaucoup vraiment aidé à changer les points de vue et à voir les coworking, les co-living comme une infrastructure ancrée dans les territoires. Et, et du coup, je veux continuer à travailler sur ça, mais c'est sûr qu'il y a un peu la ville néolibérale, la compétition entre les villes. Il y a un peu voilà, les creative class de Florida qui revient et voilà. Mais je dois admettre que je dois encore beaucoup travailler et un peu mettre toutes les pièces ensemble, en fait. Voilà. Donc,
une évolution. Et merci. Merci. Il faut qu'on fasse un petit peu attention au temps. Donc ce que je propose, c'est de laisser la parole à Clément et à Claire pour poser leurs questions de manière assez synthétique, si vous pouvez. Vous posez vos questions les unes à la suite des autres et ensuite on laisse Alberica répondre avant de conclure. Clément, donc dans l'ordre. Oui, bonjour à tous. J'aurais dû lever la main plus tôt parce que j'ai plein de questions. Je vais essayer de faire court. Merci beaucoup, Alverica. De la même manière que Ignacy, super présentation, etc. Vraiment très, très intéressant. Moi, j'aurais des questions, remarques, suggestions. Alors, ça va faire un peu liste, mais sinon, je te filerai la liste directement par écrit. Petite attention, à mon avis, sur la définition du télétravail. Là, pour le coup, il y a beaucoup de littérature sur le télétravail. On discute avec des juristes et pour eux, par exemple, le télétravail, c'est uniquement, on peut pas, les travailleurs indépendants ne peuvent pas être concernés par le télétravail. Parce que par nature, ils sont indépendants et géo-indépendants. Donc, il faut faire bien attention sur la notion de télétravail, comment est-ce qu'on l'utilise, notamment chez les juristes, parce que c'est une notion qui est bien cadrée, en France en tout cas, peut-être un peu moins dans d'autres disciplines, mais je trouve que c'est intéressant de prendre leur point de vue. Euh, Claire Maévo, qui est avec nous, ne pourra pas me dire le contraire. On a eu l'occasion d'en discuter il y a ne serait-ce que la semaine dernière. Euh, donc, il y a aussi une autre distinction, c'est la distinction entre salarié, freelance, entrepreneur. Ça a été un petit peu dit, mais il y a quelques papiers qui existent là-dessus. Je pense aux travaux de Bassou Yanni, un article de 2023, qui fait aussi la différence entre les workationers et les nomades numériques. Et qui parle aussi d'ailleurs des backpackers, des travailleurs saisonniers, enfin voilà, qui essaie de typologiser tout ça. Donc ça, je pense que ça peut peut-être aider. Peut-être que tu connais déjà ces travaux, mais c'est assez récent. Alors après, en termes de politique publique, euh, moi, ce que j'avais pu aussi, c'est plus pour t'aider, hein, vraiment pour t'aider à avancer. On s'est aperçu dans nos travaux qu'il y avait deux niveaux. Il y avait des politiques publiques vis-à-vis du nomadisme numérique qui étaient soit dans le secteur touristique ou soit dans le secteur du soutien à l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, ça pose des enjeux en termes de cloisonnement, décloisonnement. Mm. Euh, Mm. et je pense même au niveau disciplinaire, hein, Mm. la recherche en tourisme, la recherche en entrepreneuriat, c'est pas forcément deux champs de recherche qui dialoguent beaucoup, mais là, Mm. on peut trouver un intérêt, je pense. Donc, c'est assez innovant, à mon sens. Une autre question aussi, je vais très vite, hein, je suis désolé. Il y a certains pays qui ont arrêté leur visa c'est parce que ça marchait pas en fait. Ils remplissaient pas leur quota de visa. Donc là aussi, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas si ça rentre dans le cadre de tes recherches. Pays, voire peut-être région, peut-être ville aussi, qui ont arrêté leur politique de soutien. Donc à chercher. Quand tu nous as présenté la carte de l'offre de co-living à Barcelone, il y a aussi un marché caché, entre guillemets, qui est tout ce qui est location Airbnb, dans lequel on trouve aussi du co-living et qui est très difficile à déceler. Moi, je l'ai vécu quand je suis allé dans les Canaries faire une enquête où j'ai dormi dans un appartement Airbnb, mais qui était appelé co-living. Alors voilà, on ne sait pas trop où ça s'arrête, où ça commence. Voilà, il y a juste un entrepreneur qui propose un site, un site internet avec écrit co-living et puis en fait, il sous-loue un Airbnb ou quelque chose comme ça. Bon, et du coup, ça élargit bien l'offre ou en tout cas, ça brouille les frontières. Donc, ça pose des questions de mesure du phénomène. Euh, il y a aussi, tu n'en as pas trop parlé, mais c'est peut-être normal, c'est le rôle des loisirs du fait de ton terrain à Barcelone, moi je me suis beaucoup intéressé, enfin avec Claire Maéo hein, qui est avec nous, plutôt au territoire périphérique. On voyait bien la connexion entre nomadisme numérique et loisirs. Bon, peut-être à Barcelone c'est un peu moins le cas, mais clairement dans les choix des modes de vie, les choix des destinations, ça compte beaucoup. Les loisirs, les aménités résidentielles, touristiques qui sont présents sur les territoires. Euh, voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que déjà, ça fait beaucoup de choses. J'ai encore d'autres choses. Voilà. Merci. Et merci en Claire, tout cas.
Oui, très rapidement. Bah, bonjour à tous. Mais voilà, je prends la suite de Clément puisqu'on, comme Albéric Cassé, on est sur les mêmes, on travaille ensemble, même si on n'est pas issus des mêmes disciplines. Comment, en fait, moi, je vais juste rebondir sur ce que disait Clément par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton intervention. Euh, c'est par rapport aux prestataires. Parce que, en effet, je pense qu'il y a le déficit cognitif que José identifiait. Je pense que il vient aussi des différentes sources de tes prestataires qui peuvent être, comme tu le sais, soit issus du monde touristique, justement, de l'hôtellerie, soit issus du monde de l'entreprise avec l'immobilier de bureau, soit issus de formats beaucoup plus hybrides et qu'avec Clément et Fabiola, on aime creuser aussi ben, de, d'initiatives associatives, privées, de nomades numériques eux-mêmes qui s'implantent dans des endroits et qui montent leur propre lieu avec des objectifs autres que ceux de gagner de l'argent. Donc, voilà, et je pense que par rapport à tes résultats, si tu identifiais mieux ces différentes, enfin, toi, c'était très clair sur les différentes séparations, peut-être ça t'aiderait aussi. De ce point de vue-là, parce que voilà, le monde de l'hôtellerie, c'est pas le même que celui des bureaux, et du coup, c'est pas les mêmes stratégies sur le plan aussi collectivité territoriale, et du coup, voilà, ils sont en parallèle et ils se rejoignent pas forcément en termes de stratégie, d'où aussi les vides que tu identifies très très bien dans ton analyse. Mm. Donc voilà, c'était plus une remarque par rapport à ça, mais super intéressant comme intervention. Vraiment très bien. Quelques minutes pour répondre. Il y a Euh, beaucoup de choses, hein. oui, voilà, je sais pas, je sais pas comment. Bah, je veux surtout vous remercier pour votre commentaire. C'est très intéressant. Vous avez beaucoup d'expérience sur ces thématiques et du coup, je pense que ça va beaucoup m'aider à avancer mon travail. Et voilà, en fait, oui, par rapport, par exemple, aux villes qui ont arrêté leur initiative, en fait, voilà, c'est exactement ça, c'est un des prochaines étapes. Voilà, c'est refaire recensement après 2 ans et voir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des initiatives encore en place ou est-ce que ces initiatives-là ont été arrêtées ou se sont transformées dans d'autres choses? Du coup, c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire. Voilà, du coup, moi, je reste quand même au niveau local, on va dire des villes et voilà, des régionales, pas vraiment au niveau national, mais voilà, c'est quelque chose que vraiment je voudrais faire. Et, et voilà, je pense que là, j'ai noté beaucoup de choses et j'ai besoin un peu de temps pour y réfléchir bien. Mais merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Moi, je voulais juste peut-être ajouter quelque chose en guise un petit peu, pas de conclusion, mais je vous dirai un petit peu mon point de vue. Je trouve que ce que vous avez présenté est vraiment tout à fait remarquable, très très prometteur. On sent bien par rapport en fait à votre thèse que vous êtes à un moment donné assez clé où vous devez à la fois gagner en précision sur les concepts et sur les objets, ça a été dit à juste titre, et puis également parvenir à monter en généralité par rapport à ce phénomène que vous utilisez. Il me semble qu'il y a un petit décalage dans votre corpus. Il y a un petit décalage entre les prestataires que vous avez bien, je pense, déjà bien cernés, et puis les collectivités locales. Parce que finalement, ce sur quoi vous travaillez, c'est une adaptation. Une adaptation, en fait, à quelque chose qui apparaît. Alors, on voit bien comment les prestataires, en fait, par rapport à cette adaptation, ils conçoivent un marché organisé, un marché à faire fructifier, et aussi un marché à définir. Mais par contre, ce qu'on voit un peu moins, José Frédéric vous l'a dit, et j'étais assez d'accord avec sa remarque, c'est les acteurs publics. Les acteurs publics, ils doivent aussi s'adapter par rapport à ces nomades numériques. Ils s'adaptent, mais on ne comprend pas trop s'ils s'adaptent par rapport à un risque qu'ils perçoivent, exactement comme pour les Airbnb, ou est-ce qu'au contraire, ils s'adaptent parce qu'ils voient une opportunité pour
conforter la concurrence internationale. Et donc, la réflexion, vous-même, vous avez cité Richard Florida, mais vous pouvez remonter un petit peu plus en amont, finalement, sur ces mutations récentes du néolibéralisme. Et l'une des grandes différences, moi je suis historien, vous voyez, donc l'une des grandes différences entre le néolibéralisme et le libéralisme, c'est justement la manière dont les néolibéraux s'adaptent au nomadisme. Quand le libéralisme, comme philosophie économique, s'est construite au 19e siècle, en fait, au moment de la révolution industrielle, tous les pouvoirs publics ont toujours lutté contre les nomades, et notamment les nomades du travail, dès le début. Alors que le néolibéralisme, en fait, au contraire, lui, essaye de s'adapter, d'attirer des nomades. Donc, c'est peut-être quelques pistes pour prolonger votre montée en généralité. En tout cas, c'est tout à fait prometteur et très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à Anne et à José de l'introduction. Merci à toutes les questions qui ont été posées. On va arrêter là. Donc, le prochain rendez-vous aura lieu le 22 avril. C'est un déjeuner qui sera proposé par le groupe Métabolisme urbain et économie circulaire. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, bah, les coordonnées d'Alberica sont sur le site du LVMT pour celles et ceux qui voudraient prolonger la discussion. Voilà. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, merci.